pense que non, ça sera une très bonne chose là-bas. Et puis on va expliquer les enfants à quoi sert la pédagogie. Je veux apprendre à changer les couleurs. Je veux comprendre et tout savoir par cœur. Je veux apprendre à nager sans ceinture. Je veux connaître les coutumes, les cultures. Sur la map monde d'ici et maintenant. Je veux apprendre conjuguer au présent. Je veux apprendre. 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 Je veux apprendre à construire ma maison. J'ai du piano, jardiner des chansons. Je veux apprendre à respirer sous l'eau. Ouvrir mon cœur et me servir des mots. Je veux... Et pour tout ce que vous avez fait, vos leçons, vos sourires, votre gentillesse, dans nos cœurs vous resterez gravés. Votre passion, une vraie richesse. Au revoir, cher professeur, nous ne vous oublierons jamais. Merci pour toutes ces heures, à vous nos meilleurs souhaits. Vous nous avez guidés avec soin, en nous montrant le bon chemin. Avec vous nous avons grandi, et nos esprits se sont épanouis. Au revoir, cher professeur, nous ne vous oublierons jamais. Merci pour toutes ces heures, à vous nos meilleurs souhaits. Les souvenirs que nous avons partagés, nous les garderons précieusement. Vous êtes plus qu'un simple enseignant, un mentor, un modèle inspirant. Au revoir, cher professeur, nous ne vous oublierons jamais. Merci pour toutes ces heures, à vous nos meilleurs souhaits. Même si nos chemins se séparent, vos leçons resteront dans nos cœurs. Vous avez laissé une empreinte, un souvenir qui nous guide encore. Tous réunis en ces lieux à l'occasion de la journée internationale des enseignants. Sur ce, je vous souhaite tous bonne fête des enseignants. Merci. Nous allons nous lever et commencer avec la prière, avec la sainte enseignante Irène. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre frère, Esprit Saint notre consolateur, Père très bon, toi les ressuscités, nous voici encore en ce jour combien mémorial pour notre pays. Toi qui nous choisis pour être des formateurs de la jeunesse de notre pays pour demain. Toi qui as permis à ce que ces jours soient dédiés sur la réflexion des Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'un, son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, saluer la même d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo. Ton soleil nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré c'est l'immortel, serment des libertés, que nous les...
À l'occasion de la journée nationale de l'enseignement, c'est avec réel plaisir et beaucoup de joie que je prends la parole en cette fête nationale de l'enseignement pour souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez accepté de répondre présent à notre invitation. J'exprime ma profonde gratitude à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la tenue de cette journée. Notre journée sera consacrée à la réflexion sur le thème « Sauvons l'enseignement ». La formulation de ce thème insinue qu'il y a un malaise. Elle dénote une alerte dans ce domaine. Cette journée nous offre une opportunité pour retourner aux fondamentaux de l'enseignement, pour repenser à nouveau frais le métier de l'enseignant et la fonction d'enseignement. Notre pays traverse une grave crise multisectorielle et multidimensionnelle. Si bien que le domaine de l'enseignement n'y est pas épargné et présage beaucoup d'inquiétudes, de sorte que l'avenir de la jeunesse se trouve terriblement compromis. Le métier d'enseignant n'est plus attrayant, il est fortement amputé de son rôle basique de formateur. L'enseignement devient une fonction au rabais, d'autant plus que plusieurs facteurs endogènes et exogènes ne sont plus de nature à favoriser la noblesse de la fonction. À l'heure actuelle, l'enseignement apparaît aux yeux des enseignants et des observateurs avertis comme un métier ingrat. Dans le système éducatif de notre pays, l'enseignement constitue la cellule de base de la société. Il est lié tout d'abord à la section pédagogique. Il est censé acquérir l'art de transmettre les matières en les rendant accessibles aux apprenants. Il lui est aussi exigé une certaine éthique et une déontologie qui font de lui un éducateur. Il se doit de transmettre les valeurs aux apprenants et doit avoir brillé par l'exemplarité. Le métier d'enseignant est un métier exigeant qui requiert beaucoup d'abnégation pour aboutir aux résultats escomptés, à savoir former les têtes bien faites et non seulement les têtes bien pleines. Un enseignant doit avoir une compétence requise pour exercer son métier. Nous pouvons alors nous poser certaines questions en guise de diagnostic de l'enseignement qui est malade. Que représente notre système d'enseignement à l'heure actuelle? Pourquoi l'enseignement a été relégué à l'arrière-plan? Quels sont les projets mis en place pour redonner le blason d'un enseignement de qualité? Quelles sont les voies de sortie de cette crise profonde qui sape les fondamentaux de l'enseignement? Lorsqu'on observe tant de superficialité, tant de manque de professionnalisme, tant de corruption, tant de futilité consommée dans les médias, tant de banalité, on peut éprouver une angoisse profonde pour l'avenir. En revanche, le découragement et la résignation ne sont pas permis devant cette situation. Nos échanges d'aujourd'hui vont nous permettre de procéder à une prise de conscience agissante afin d'affronter ces défis et repartir sur les nouvelles bases. Que le Christ ressuscité nous illumine et nous accompagne tout au long de cette journée. Je dis et je vous remercie. Beaucoup à la sœur
pour ces mots de circonstance. Est-ce qu'on peut nous-mêmes aussi s'acclamer d'avoir accepté cette option dans ces mots de circonstance, la sœur a bien précisé que nous avons besoin d'une jeunesse qui sera consciente, mais une conscience qui va être active et qui va être agissante. Nous pensons que nous pouvons faire mieux et nous pouvons relever la section pédagogique. Encore, bonne fête à tout le monde. Merci. Je pensais qu'on devait acclamer encore pour nous. Nous serons encore avec la sœur avec nous, qui va aussi débuter avec la conférence en nous parlant comme thème, le sous-thème, l'histoire de l'enseignement en RDC. Elle va nous parler et nous allons tous entendre. Merci beaucoup. Voilà, nous allons débuter avec nos échanges d'aujourd'hui, chers enfants. J'interviens la première personne. Intervenir la première personne devant des augustes personnalités que j'ai en face, aux côtés de moi, je me dis, est-ce que je serai à la hauteur, moi? Nous sommes là pour un partage, les enfants. Nous sommes là pour un partage. Personne n'a prévu une matière où vous êtes venus pour écrire. Non. Nous sommes là pour réfléchir, vous et moi ensemble. Parce que c'est vous la relève de demain. C'est vous les pédagogues. C'est vous les enseignants de demain. N'est-ce pas, les amis? Ah. Vous avez un visage frustré. Vous avez un visage de vendredi saint. Le Christ est déjà ressuscité. Les pédagogues, bonjour. Bonjour, ok. De ce côté, vous n'êtes pas pédagogue. Vous êtes pédagogue, n'est-ce pas? Alors, c'est à tout le monde. La journée pour tout le monde. N'ayez pas le visage de vendredi saint. Madame Nelly m'a demandé d'intervenir avec un thème déjà choisi. Évidemment, les thèmes coïncident, restent dans la journée, dans la festivité de la journée, qui est l'histoire de l'enseignement en RD Congo. N'attendez pas de moi à écrire, à prendre note, non. Ça sera échange, partage avec moi. Mais j'aimerais d'abord que vous commencez à répondre à une des questions que moi je vais vous poser, chers futurs enseignants de domaine de la RDC. Que constatez-vous aujourd'hui dans notre enseignement? Chacune à son école, parce qu'on est là, différentes écoles. Que constatez-vous aujourd'hui dans l'enseignement, dans votre école? Comment se comporte l'enseignement? Est-il malade ou encore en forme? La question est de votre côté. La balle est à vous. On fait passer le micro. À bâton rompu, hein. Moi je ne choisis pas. Celles qui se sont capables à la réponse, répondez. Ça pourrait être aussi positif. Vous pouvez répondre positivement, comme aussi négativement. Vous avez la parole. Que constatez-vous aujourd'hui? Je ne connais pas le nom de chacun de vous. Maman Kingongo, allez-y. Selon moi, de mon côté, selon ce que je dis. Parce que, enfin, je sais pas, il y a trop de, je sais pas, il y a de corruption, il y a beaucoup de choses dans des écoles qui empêchent la pédagogie d'évoluer. Merci beaucoup, Maman Kingo. Merci. Allez, sauvons les écoles, sauve ton école, lycée, Boyokani. Mon ami, dis-moi, le nom de votre école, c'est laquelle? 3S. Là-bas, c'est quelle école? Allons-y. Les micros circulent. Que constatez-vous aujourd'hui dans vos écoles? Que constatez-vous aujourd'hui dans l'enseignement? Comment se présente aujourd'hui l'enseignement? Notre amie a ciblé un point. Elle a parlé de la corruption qui bat son plein dans l'enseignement. Chez vous, il n'y en a pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Personnellement, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, nous n'avons plus les enseignants de qualité.
Avant, déjà quand je faisais l'école primaire, on s'entend que nos profs, nos messieurs, nos enseignants, avant de venir enseigner, ils prenaient un bon temps de préparation. C'est que je ne remarque plus dans la génération de maintenant, puisque les apprenants font comme si c'était à l'école qu'ils venaient préparer les leçons. C'est sûr qu'ils n'en manquent pas, je peux dire comment, une préparation de qualité. Du coup, tu peux même parvenir à poser un professeur une question, bien enseigner une question, et il n'arrive pas à répondre pourquoi il ne s'est pas bien préparé. Il ne s'est pas préparé bien. Je trouve que on a, pour les enseignants de cette génération, ils n'ont plus vraiment un bon temps de préparation. Du coup, on n'a plus de pédagogues. Merci. La réponse de l'autre. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'épingler. Vérifier genre les cahiers des enfants, suivre le comportement des enfants pendant les cours et tout ça. Pour moi, c'est un peu ça. Je trouve ça un peu exagéré. Parce qu'ils n'ont pas le temps là de s'occuper de nous en fait. Donc, ils sont là dans leurs affaires et nous dans tout ça. Dans tout ça, on n'y trouve pas notre place en fait. Merci beaucoup, Clem. Merci pour la parole. Moi, j'aimerais ajouter ceci. Sur le fonctionnement de l'enseignement dans nos écoles, nous remarquons que les enseignants nous enseignent bien. Mais ce qui manque, c'est la source de motivation. La majorité de nos enseignants ne sont pas vraiment à fond, ne sont pas vraiment motivés. Nous remarquons que des fois, il y a nos professeurs qui viennent à l'école en train de nous donner cours, mais ils sont un peu démoralisés. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez eux. Je ne sais pas vraiment, cela m'intrigue vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Je veux dire qu'à l'ancien temps, on ne prenait que des enseignants qui ne faisaient que l'université pédagogique. Mais maintenant, nous prenons des enseignants qui font souvent à l'humanité, la coupe et couture, qui font des constructions. C'est pour cela que nous avons maintenant une pédagogie qui va mal et qui est un peu décalée. Mais à l'ancien temps, nous avons eu des bons enseignants qui faisaient de l'humanité, la pédagogie et jusqu'à l'université. Mais maintenant, c'est un peu bizarre. Merci beaucoup, Maman Kingongo. Actuellement, l'enseignement, sur le point de devoir en fait. Auparavant, le devoir, quand on donnait le devoir, on partait, les anciennes personnes, ils partaient chercher le devoir dans les livres, les questions du devoir, dans des livres, placez bien les micros. Dans des bibliothèques, dans des livres, où il y a demandé le stage ou les aînés, s'il y a une question qui complique. Mais nous, aujourd'hui, là, quand on nous donne une question, un devoir ou une question, c'est vraiment trop la facilité. Nous partons sur Internet, je ne sais pas, Google, nous partons là-bas pour consulter Google, poser la question, on prend la réponse directement, sans comprendre même si c'est la réponse ou bien ce n'est pas la réponse. Nous prenons directement la question, nous posons là-bas, nous écrivons sans rien comprendre. Donc pour moi, l'enseignement d'aujourd'hui, plus les élèves aiment trop la facilité que l'enseignement auparavant ne dit pas comme ça. Merci beaucoup. Le professeur. La faute aussi, c'est à nous les élèves. On peut nous enseigner comme ça en classe. Nous n'étudions pas à la maison. Je suis parmi les élèves qui n'étudient pas vraiment à la maison. Merci beaucoup. Merci ma fille. Je suis parmi les élèves qui n'étudient pas vraiment à la maison. Je suis rentrée à la maison comme ça, juste sur mon téléphone. Au lieu de prendre le temps d'étudier ou peut-être de méditer, non, je suis là sur Internet, sur TikTok. On peut toujours condamner le professeur, c'est pas mauvais. Mais nous devons aussi nous condamner. On ne peut pas toujours jeter le flash sur nos professeurs. Nous devions aussi nous voir nous-mêmes. Nous sommes trop négligents et négligents, je ne sais pas. La majorité des élèves n'étudient pas à la maison. Ils aiment toujours la facilité, c'est pourquoi il y a trop de corruption dans les écoles. On peut pas toujours condamner. Et le professeur, il y a certains de professeurs, je ne sais pas si dans certaines écoles aussi il arrive, il vient comme ça, il entre, il met la copie au tableau, mais il n'explique même pas. Il finit et puis il sort. Quand il va revenir, il pose une interrogation. Et quand l'élève ne va pas réussir, c'est devenu que non, l'élève n'est pas intelligent ou intelligente. Il
y a certaines des écoles aussi qui punissent trop des élèves, qui surchargent les élèves. Comment est-ce que l'élève peut avoir le temps d'étudier, de comprendre de la matière? Un certain nombre de professeurs, pendant la récréation, tu peux lui approcher. Professeur, je n'ai pas compris le cours. Oh non, je n'ai pas le temps, tu vas comprendre chez toi à la maison. Donc certaines de choses, c'est un peu bizarre. Merci. Merci. Nous ne sommes plus acquises de bonnes connaissances. Il y a d'autres professeurs, lorsqu'ils viennent, nous avons les plans du cours dès les premiers jours. Mais voyons voir avec les plans du cours jusqu'à la satisfaction de notre année. Au courant de notre année, nous ne sommes pas satisfaits de tous les cours qui sont dans le plan du cours. Les professeurs peuvent donner un plan du cours et puis, les jours suivants, lorsque nous progressons avec les plans du cours, il peut y avoir des leçons qu'il a ratées. Lorsque vous demandez, par exemple, il peut vous dire que non, je vous donne l'essentiel. Et voyons voir, nous allons être dans un état où nous devons passer les examens ou les interrogations générales, nous ne sommes plus capables de répondre. Il peut vous dire juste que je vais vous donner l'examen sur ce qui est donné pendant la période. Et voyons voir pendant l'examen, nous ne sommes plus capables de répondre parce qu'il y a les satisfactions des connaissances. Nous ne sommes plus acquises avec de bonnes connaissances. Merci beaucoup, merci. Je voulais aussi dire que la pédagogie aujourd'hui va mal parce qu'il y a les manques de relève. La majorité de nos professeurs sont vieux et les jeunes ne prennent pas le goût de vouloir remplacer les professeurs pour que l'enseignement puisse marcher. Merci beaucoup, merci mon ami. En fait, pour moi, je dirais que l'enseignement va mal. La plupart des professeurs, non, des enseignants qui nous enseignent, ce sont des D6. Dans certaines des écoles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de D6 en ligne. Est-ce que Boyo Kani, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Dans ce cas, je dirais qu'il n'y a pas vraiment des améliorations du secteur au niveau du paiement. Parce qu'il y a d'autres professeurs qui sont des D6 et ils ne prennent pas vraiment le temps de continuer des études. Directement, ils se lancent à la pédagogie. Et c'est que moi, je souhaiterais que l'État puisse améliorer des conditions des enseignants. Ce que je me dis, c'est ça. Comment est-ce qu'un enseignant peut avoir la volonté de venir, mais ça dépend aussi de la moyenne, donc on les paye. Il peut avoir la volonté là pour venir enseigner les élèves, mais il peut monter les moyens de transport pour venir. Et il peut faire même 2 mois, 3 mois, sans pourtant les payer, sans pourtant avoir de l'argent pour chercher un moyen aussi d'enseigner ses enfants ou bien de venir aussi pour enseigner les autres. D'autres personnes aussi ont cette volonté-là qui peut voir. Il a dit que comme on ne m'enseigne pas comme moi aussi, je peux faire des jours sans pourtant venir parce que dans cette école-là, on ne me paye pas bien. C'est tout ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Je donne un exemple. Supposons que mon père était un enseignant et que chaque matin, avant que mon père aille au travail, il manque même de quoi se payer quelque chose à manger. Est-ce que vous pensez qu'un jour, moi, si j'aurai le courage de devenir enseignant? Non. Pourquoi? Je ne suis pas motivé. Je remarque que mon père n'est pas bien traité, il n'est pas bien considéré du point de vue de l'enseignement. Cela veut dire qu'à aucun jour, moi, je pourrais prendre le relève de mon père. C'est ce fait que j'aimerais dire. Merci beaucoup, merci. D'ailleurs, c'est la raison par rapport à notre préoccupation, vos interventions, vos préoccupations par rapport à l'enseignement. Ok, je comprends que vous avez épuisé toutes vos réponses. Mais il y en a encore des celles-là qui, je vois un doigt là-bas. Oui, on peut te donner le micro. Je pense que l'enseignement d'aujourd'hui, il y a beaucoup de manque de respect et il y a beaucoup de légèreté aussi, surtout dans plusieurs écoles. Alors, j'aimerais dire que l'État doit prendre en charge tout ça, même pas l'État lui-même. On doit veiller à ça, veiller à ce que voilà.
nous avons compris sa préoccupation. Vous voyez plus les élèves comme leurs propres enfants. Surtout s'il y avait des filles comme dans notre lycée. Désormais, les nouvelles écoles voient, beaucoup de professeurs voient les filles comme leurs maîtresses, leurs femmes, leurs concubines. Moi, j'aimerais que les professeurs soient comme les anciens professeurs qui voyaient d'abord un enfant comme son propre enfant. C'est ça mon problème de l'enseignement aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste la faute des professeurs, c'est aussi la faute des parents. Auparavant, c'était si l'enfant rentrait à l'école, le parent prenait les cahiers et vérifiait. Aujourd'hui, les parents ne vérifient plus. C'est devenu l'enfant rentre, les parents ne vérifient plus, les cahiers ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Ça, maintenant, c'est très dangereux pour nous et la nouvelle génération. Merci. Vos contributions. Nous aimerions maintenant entrer dans les vifs de notre intervention. Il m'avait été demandé de réfléchir avec vous autour d'un thème, d'un sujet sur l'origine de l'enseignement en RDC. C'est un sujet très vaste, océan même. Très vaste. On ne pourra pas le terminer aujourd'hui. C'est un cours qui pourrait prendre 120 heures, 90 heures, si jamais c'était à l'université. Mais s'il faut synthétiser pour en parler aujourd'hui, nous avons épinglé quelques points sur les grandes lignes que nous aurons aujourd'hui à démontrer dans l'histoire de l'enseignement. Dans l'histoire de l'enseignement, il a été prévu pour moi 4 points. Nous allons parler sur l'origine, le système éducatif, le système d'enseignement aujourd'hui, l'objectif, 4e point, la qualité de l'enseignement et enfin la conclusion. En ce qui concerne le sous-point, ou le premier point de mon thème, l'origine de l'enseignement. Cette origine remonte de très loin, chers enfants. Notre histoire d'enseignement a été calquée au modèle de l'enseignement belge. Parce que nous avons été colonisés par qui? Par qui? Le Belge. La Belgique, nos oncles. Ce sont eux qui nous ont colonisés. Et tout ce que nous avons provient d'eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a modification dans plusieurs secteurs. Mais notre modèle d'enseignement que nous avons aujourd'hui est calqué au modèle belge de nos colonisateurs. Avec comme détail ou orientation, les 6 premières années sont appelées le primaire. Ça provient d'eux. Là, vous avez l'enfant qui commence de 6 ans à 12 ans. Mais vous verrez aujourd'hui, les parents vont avec leur enfant 5 ans, qu'elle commence seulement la première année. Non, c'est à 6 ans. C'est vrai, il y en a des cas exceptionnels. Mais la première année primaire doit commencer avec un enfant de 6 ans. Parce que tout aussi peut avoir répercussion plus tard dans l'évolution de l'enfant. Tout ça a été étudié. Le deuxième, c'est le cycle secondaire qui se divise en 2 moments. D'abord, 2 années de cycle d'orientation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui quelle classe? Très bien. 7e et 8e. Vous en avez l'histoire déjà avec vous. Je ne vois pas pourquoi on m'a demandé encore de venir parler avec vous. C'est là où ça a commencé. Ce sont les bases que nous devons connaître et que nous devons passer par là aussi pour que demain nous ayons une bonne formation. Le 3e moment, c'est le cycle secondaire dont nous venons de parler. Le cycle secondaire prend 2 moments. Les moments 7e et 8e. Et ensuite, les humanités. Et les humanités, aujourd'hui, ça commence à quelle classe? Jusqu'en quelle classe? Voilà. C'est là le 3e moment de notre parcours estudiantin
élèves pour continuer avec notre enseignement, notre formation. Enfin, pour terminer, nous remontons au niveau de l'université. Ceci se comprend que c'est avec nos colonisateurs que l'enseignement de notre pays a commencé. Donc l'enseignement, nous retiendrons aujourd'hui que, je comprends déjà que vous en avez déjà avec vous, l'enseignement, le modèle éducatif congolais trouve son origine par où? Très bien. C'est un modèle qui a été calqué avec le modèle belge, parce que ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont eux qui nous ont appris à étudier. C'est en 1906 que fut signée la convention scolaire, parce que tout est parti avec des traités, des rencontres. Je disais, c'est autour de 1906 que fut signée la convention scolaire entre l'État et le Saint-Siège. Et à partir de cette date, que les missionnaires vont essayer avec les écoles sur l'étendue de notre pays national. Les colonisateurs étaient là à un moment. Au départ, c'était d'abord eux-mêmes. Ils faisaient d'abord étudier leurs enfants. Nous, étant donné qu'on était considérés comme des nègres, comme des indigènes, comme des gens sans valeur, on était là, on nous faisait faire des travaux forcés. Nous verrons ici aussi que c'est en 1906 que, avec la convention entre notre État, parce que cette convention, c'est ce qui trouve encore aujourd'hui sens. C'est ce qui se vit aujourd'hui, la convention entre les écoles et l'État. Et avec l'arrivée des missionnaires qui sont venus, que l'école va petit à petit commencer. Et à ce moment-là aussi, c'était les écoles de masse. On prenait les enfants, on prenait tout ce monde qui devait suivre cette formation, on les mettait ensemble et on leur donnait ce qu'on pouvait leur donner à ces moments-là. Il n'y avait pas tellement de programmes détaillés tels que ça se présente aujourd'hui. Il y en avait des programmes, mais pas détaillés, à leur manière à ces moments-là. Parce qu'ils ne voulaient pas aussi tout donner, tout faire connaître à l'indigène que nous étions ou que nous sommes. À l'homme noir. Ils ne voulaient pas leur montrer à écrire, à lire. Parce qu'ils se disaient, si jamais ces gens, nous leur apprenons tout ce qui est important, tout ce qui est connaissance, demain ils risquent de tourner contre nous. Mais finalement, c'était quand même arrivé petit à petit avec les enseignements de masse. On apprenait aux Noirs comment lire et comment écrire. Parce que, sans oublier que l'objectif de l'école, surtout primaire, c'est apprendre à l'enfant à écrire et à lire. Dans le deuxième point, dans mon grand thème, le système d'enseignement au Congo. Quel type d'enseignement que nous avons aujourd'hui chez nous? L'enseignement classique est organisé en 4 structures. Vous devez les connaître aussi. Nous partons de quelle étape? J'aimerais que vous puissiez me donner la réponse. Aujourd'hui, un enfant qui est né, qui a 3 ans, commence quel niveau d'études? Très bien. Là, nous avons la maternelle. Après la maternelle, nous avons quel niveau? Le primaire. Et puis après, le secondaire avec ces 2 moments, l'orientation, 7e, 8e et les humanités. Enfin, pour en terminer, nous passons à quel niveau? Niveau supérieur. L'université, institut supérieur, pour enfin terminer et obtenir son diplôme. 3e moment, c'est l'objectif de l'enseignement.
L'objectif de l'enseignement est d'assurer l'accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, les amis. Vous venez de le dire ici. J'ai vraiment aimé notre échange d'apprentissage tout au long de la vie. On donne la chance à tout le monde d'étudier. Et cette chance avec les possibilités, hommes comme filles. Vous êtes dans une même classe. Ne dites pas que la polytechnique est faite pour les hommes. Non. L'informatique est faite pour les hommes. Non. Toute science, les possibilités qu'on donne, c'est à tout le monde. Et nous devons être capables, tout le monde aussi, de s'essayer. Évidemment, par rapport à tes aptitudes, à tes aspirations, à ce que tu ressens, on sent que cet enfant deviendra médecin. On sent que cet enfant deviendra un professeur de mathématiques. Déjà dès la maternelle. C'est pourquoi on est là. Parce que le temps d'apprentissage finit un jour. Et dès que ça finirait, vous êtes obligé d'entrer sur les marchés d'emploi. Et sur les marchés d'emploi, tu n'apporteras que ce que tu as eu à étudier toutes ces années sur le banc de l'école. On triche pour avoir quoi? Quand on triche, vous savez, non? Hein, les amis, il ne faudrait pas qu'on se voit le visage ici. Quand l'objectif de la tricherie, c'est quoi? La réussite. Et quand on étudie bien, pour comprendre, afin de devenir quelqu'un dans la vie, afin d'affronter ton domaine. Il y a des médecins qui, tu y vas comme ça. Moi, quand le médecin n'a pas de cheveux blancs, moi, je ne vais pas chez lui. Demain, il faudrait défendre ta science. Il faut donner le meilleur de toi-même. Et c'est comme ça qu'il ne faudrait pas te mettre là à tricher. Tu triches, tu as 10 sur 10. C'est bien beau. On t'applaudit, on t'apprécie. Est-ce que demain, tu vas défendre les 10 sur 10 que tu as eu à tricher 4 ans durant? Prise de conscience, les amis. Nous continuons toujours avec l'objectif ou les objectifs. L'éducation est la clé qui permettra d'atteindre le développement durable, les chers enfants, et nous faire sortir de la pauvreté. Mon ami l'a dit ici. Comment je peux accepter que mon père, qui est enseignant, et que le matin, il ne sait pas nous remettre, nous subvenir à nos besoins le matin? J'ai eu de larmes aux yeux quand il parlait. Ce n'est pas pour autant que moi, qui a mes aspirations de devenir demain un enseignant de maths, parce que papa est incapable, que moi, je vais taire, je vais tuer ce qui est à moi, ma vocation. Non, les amis. Non. Parce qu'aujourd'hui, tu as des formateurs, et demain, il y a une amie encore qui a dit ici, j'étais très regardante, très observatrice. Il y a une amie qui a pris la parole, la relève de demain. Nous avons des professeurs aujourd'hui qui ont vieilli. Alors, vos enfants, qui vont les éduquer? Nous, on part déjà. Nous, on part. Et vos parents partent aussi. Vos professeurs, vous-même, vous en avez l'expérience. Dans les salles des classes, ils sont finis. Ils doivent voir la relève. Notre système éducatif, oui, pose problème aujourd'hui. Nous avons un malaise avec le système éducatif de notre pays aujourd'hui. Doit-on rester là? Non. C'est vous, c'est nous, ensemble. Battons-nous pour sauver l'enseignement. Pour que, si l'enseignement est sauvé, demain, nous aurons aussi des salaires décents. On ne faut pas se décourager. Quel est ce métier aujourd'hui dans notre pays? Qui paye mieux? Partout, tout le monde pleure. Vous allez avec nos papas fonctionnaires, eux aussi là-bas. Nous sommes dans une crise dans le pays. Le pays traverse une crise. Et c'est dans tous les secteurs. Ce n'est pas pour autant, ça va me décourager, moi, de faire ma pédagogie. Non. Repensons. Vous et moi. Nous sommes devant une situation à repenser, à corriger. Corrigeons cela.
Demain, c'est vous, les cadres de demain du pays. C'est demain, le président de demain. Comment allez-vous traiter les enseignants? Et si aujourd'hui, toi, tu te décourages, qui demain prendra la relève? Ne nous décourageons pas. Le découragement, c'est l'arme de faible. Mais plutôt, pensons comment repenser cela. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons apporter pour que ce qui se vit aujourd'hui ne soit plus demain? La crise est toujours pour un temps. Hein. On ne demeure pas dans une crise, dans un pays, dans un foyer, dans une relation. Non, non, non. Vous avez des relations, n'est-ce pas? Avec une amie, ça peut arriver que vous êtes en crise avec ton ami. Peu importe l'ami. Mais on cherche toujours comment arranger, n'est-ce pas, les amis? On cherche toujours comment arranger. C'est justement ça. Je disais, elle contribue à réduire les inégalités et atteindre l'égalité entre les genres. Permet aux personnes, peu importe l'endroit où elles se trouvent dans le monde, de mener une vie plus saine et plus durable. Elle est également, toujours je suis dans l'objectif, hein, avec l'éducation et l'enseignement. Elle est également essentiellement pour favoriser la tolérance entre les personnes et contribue à des sociétés plus pacifiques. Je venais de le dire ici, les amis. Même si aujourd'hui, le système éducatif est en crise, cette crise ne va pas demeurer. Nous devons nous imprégner. Nous devons entrer dans ces combats, tout le monde, élèves comme enseignants, autorités, les cadres du pays. Lutter pour que demain, nous puissions arrêter avec cette crise. Repenser notre système éducatif, lui redorer une nouvelle robe. Parce qu'il y a un ami encore ici qui disait, dans les temps passés, je me suis dit intérieurement, elle dit dans les temps passés, est-ce que dans ces temps-là, elle était en vie? Et peut-être ce sont les parents qui lui racontaient en retournant à la maison, sans devoir. Mais comment à votre époque on ne donne pas les devoirs? Heureusement, vous-même, vous l'avez aussi. Si contredit, la faute nous revient aussi, nous élèves. Vous voyez, la balle est de tous les côtés. Du côté des professeurs, du côté des cadres du pays, du côté des élèves aussi. On me signale ici, il me reste 3 minutes, alors que ma matière, il y en a encore beaucoup. Permet au... Bon, j'ai déjà fini. Je prends le 4e point. J'atterris déjà. La qualité de l'enseignement. En général, cette qualité aujourd'hui est au rabais. Je vous rejoins, chers enfants. Vous n'avez pas menti. Vous avez dit rien que la vérité sur la qualité de l'enseignement aujourd'hui dans notre pays. C'est au rabais. Depuis des décennies, et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Notre pays traverse une crise. Son enseignement est au rabais. Et parmi les facteurs qui influent sur la qualité de l'enseignement, c'est notamment ce que vous venez de citer ici. La corruption, les amis. Et vous aussi, vous êtes acteurs, actrices de la corruption. Moi, j'ai déjà vu dans une école où les élèves, pendant les interrogations, il y a des cahiers des interrogations, ou encore des cahiers, des papiers. Hein, le papier au milieu qu'on déchire là, vous voyez, non? 2 papiers. Elle n'a pas travaillé. Elle prend le billet de $100, elle place là très bien, et puis elle va. Quand le professeur dit, l'interro est fini, l'examen est fini, elle va déposer, elle dit au professeur, veille bien à ma feuille, professeur. Mais le professeur n'avait pas cette idée. C'est toi qui l'as incité. Et il ouvre, il trouve un billet de $100. Et où est-ce que d'abord toi tu as trouvé ces $100? Parce que tu ne travailles pas. La corruption, les amis. Évitons le monde de corruption. Ça va te rattraper demain dans la vie. Ça va te rattraper. Et c'est comme ça que vous n'aimez pas le métier de l'enseignement. Parce que c'est un métier qui est exigeant. Tu dois préparer. Tu dois maîtriser la matière.
Tu dois défendre ta science. Parce que toi, tu as été corrompu toute ta vie. Comment tu vas aller faire la mathématique à l'université de Kinshasa? Comment tu vas aller faire la maths info? Comment tu vas aller faire l'anglais? Comment tu vas aller faire l'histoire? Comment tu vas aller faire la géographie et l'environnement? Non. Parce que ça va te demander de beaucoup acquérir. Mais parce que toi, tu ne t'es pas préparé de la maternelle, d'où l'enseignement commence. Tu as vécu dans un monde de corruption, et voilà maintenant, tu trouves que c'est un enseignement, l'enseignement est exigeant, d'ailleurs ça ne paye pas, tu commences à inventer même. Non, ça paye. Le peu que nous recevons, le peu que l'État donne, je n'encourage pas ça, c'est peu, mais avec une bonne organisation, tu peux t'en sortir. Tu peux aller faire la pédagogie. Quand on fait la pédagogie, ça ne se limite pas seulement à aller enseigner. La pédagogie embrasse tout l'univers. Avec la pédagogie à l'université, tu embrasses la médecine, tu embrasses, je ne sais pas moi, la maths info, tu embrasses toute option que tu aimerais faire à l'université. Ne vous limitez pas. La corruption, le manque d'infrastructures aussi. Il y en a des écoles, quand tu entres, tu te dis, vraiment, tout ça, ça entre dans la qualité de l'enseignement. Parce qu'une tête qui doit réfléchir, toutes les conditions doivent être bien réunies. Le matin, tu as ton pain déjà. Tu sais que tu vas prendre du sucré et un pain. Tu as déjà mangé. Parce que nous observons à des élèves, pendant le cours, pendant les rassemblements, elles tombent. Quand on entre dans les détails, on essaie de nous poser des questions. Ma soeur, je n'avais pas mangé le matin. Vous voyez? Ça demande beaucoup pour qu'un enseignement soit de qualité. Les infrastructures en dépendent aussi. La qualification des enseignants. Merci beaucoup aux élèves. Vous avez si bien épinglé cela. La qualification des enseignants. Les amis l'ont dit ici. Comment un professeur qui n'a pas de niveau peut nous enseigner? Et vous sentez comment il balbutie, comment il cherche quoi nous dire? Qui n'a pas préparé des leçons. Non. Jusqu'aujourd'hui, l'enseignement nous demande à ce que vous ayez la matière à donner. Même au niveau de l'université. On ne peut pas aller là-bas commencer à parler. Non. L'enseignant doit préparer sa matière. Quoi dire aux enfants? Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont aussi avertis avec l'Internet. Elles font aussi leurs recherches. Ils font aussi leurs recherches. Alors quand tu viens comme ça, tu commences à parler d'un sujet qu'est l'enfant. L'Internet n'est pas toujours mauvais. Là encore, c'est un autre domaine encore sur lequel on devra en parler. Mais qu'est-ce que toi tu consultes dans ton ordinateur? Qu'est-ce que tu consultes dans ton téléphone? Donc, un élève qui a l'habitude aussi de consulter déjà, qui a les plans donnés par le professeur. Un élève encore l'a dit ici. Il nous donne le plan, finalement il vient, il donne seulement 2 chapitres, d'autres chapitres et il nous dit, bon, je vais compléter après. Non. À tel professeur, ne les laissez pas. Voyez le préfet, voyez le directeur des études, allez lui faire le rapport. Parce que c'est votre vie qui en dépend, les amis. Lui là a déjà étudié. C'est vous qui êtes les premiers inspecteurs d'un enseignant, ce sont les élèves. Et quand l'enseignant entre et qu'il vous avait donné les plans, vous pouvez aussi vous-même, un chapitre sur telle matière, tu peux aller à l'internet. Toi-même, tu as déjà des points. Et quand le professeur dit, il commence à balbutier, il commence à dire n'importe quoi, poliment, tu lui poses la question, professeur, par rapport à telle matière, vous ne trouvez pas que ça devait constituer aussi les chapitres d'aujourd'hui? Vous le verrez. Il va se mettre en tête que je n'ai pas des enfants à aller dire n'importe quoi devant eux. Il va se préparer. Mais vous, là, quand les professeurs viennent, qu'ils vous disent A, oui, O, oui, W, oui. Alors, il s'est dit, il a affaire à des enfants où peut préparer sa leçon. C'est vous, les premiers inspecteurs. C'est vous qui devez sauver votre enseignement. C'est vous qui devez sauver votre domaine. C'est vous qui devez sauver votre avenir. Il ne faudrait pas blaguer avec le professeur. Restez dans ce qu'il vient faire en classe. Pour terminer avec la qualité de l'enseignement, j'ai parlé de la qualification des enseignants, ajoutant les effets collatéraux de la gratuité.
Un ami l'a dit ici. Je te rejoins, mon ami. Tout ce que vous avez dit. Mon souci est que nous ne baissons pas les bras. Ce n'est pas parce que chez nous ça n'a pas marché que chez moi ça ne va pas marcher. Non, ça dépend de l'orientation que moi je donne à mon domaine, à mes connaissances aussi. Avec la gratuité aujourd'hui, on en connaît aussi beaucoup de difficultés. Un enseignant qui n'est pas payé, ou encore qui est payé avec le maigre salaire. Qu'attendez-vous de cet enseignant? Qui a ses enfants qu'on a chassés à l'école? Est-ce qu'il viendra vraiment réellement transmettre ses connaissances aux enfants d'autrui? Pour conclure, il me reste 1 minute et demie. Pour conclure, je nous invite, chers enfants, à une prise de conscience pour une bonne préparation de la relève de demain. C'est vous, les amis. C'est vous, ne vous découragez pas. Moi, quand Madame Nelly est venue m'en parler de cette journée, moi je lui avais dit, moi je vais faire mon témoignage. Je n'aurais pas à donner une conférence. Je n'aurais pas à échanger avec les enfants, mais je vais faire mon témoignage. Je suis pédagogue de formation, les amis. Depuis l'école secondaire, je fais ma pédagogie au lycée de Kingassan. Qui les connaît? Je suis de Tchangou, moi. Je fais mon cycle, le deuxième cycle que l'État belge là, nous a laissé, qui continue jusqu'à aujourd'hui, au lycée de King. Moi, je n'ai pas fait la maternelle. Moi, j'ai commencé directement à 5 ans à l'école. 6 ans plutôt, c'était pas 5 ans. 6 ans. J'allais faire mon témoignage à moi. Et puis après, j'ai continué parce que j'aime beaucoup l'enseignement, les amis. J'aime beaucoup. J'ai continué, je suis allé encore à l'université. D'ailleurs, moi, je suis entré au couvent sans diplôme universitaire. Je suis entré au couvent, tellement j'aimais aussi beaucoup le couvent. Je suis entré au couvent avec mon diplôme d'état seulement, de lycée de Kingassan, avec 57%. Je n'avais pas des 60, je ne mens pas. Comme disent certains élèves, notre papa dit toujours, lui, il avait toujours des 70. Non, moi, je n'avais que 57% à l'examen d'État. J'ai mon diplôme là avec moi. Je suis entré au couvent. Après 10 ans, on m'envoie au couvent. On m'envoie aller faire les études universitaires. Et là, ce n'est même pas moi qui fais le choix. C'est le couvent qui avait fait le choix pour moi. On me demande d'aller faire l'histoire. Histoire! Je suis historien de formation, chers enfants. Et quand j'ai pénétré l'histoire, quand j'ai goûté l'histoire, quand j'ai mangé l'histoire, les amis, il n'y en a pas une autre science plus meilleure que l'histoire. Et là, à l'université, je ne faisais que des points que je ne faisais même pas au niveau des secondaires. C'était les triples. Parce que j'aimais bien l'enseignement, je voulais me tenir devant les enfants, devant même les étudiants. Parler, transmettre ma connaissance, être formateur. Vous ne savez pas, les amis, c'est que ça fait là-dedans quand tu es devant les autres pour leur donner ta connaissance. Ne vous découragez pas, les enfants. Aimez bien votre section pédagogique. Que personne ne vous trompe. Que personne. Mais vous-même, donnez sens à cela. Vous-même, maîtrisez votre matière. Je vous invite à la relève. Parce que demain, vous-même, vous venez de le dire ici, on n'a pas des enseignants. Les enseignants meurent. Surtout dans notre département d'histoire. On n'en a plus. Déjà, je lance un appel à ceux-là qui vont commencer l'université l'année prochaine. Il y a des élèves de 6e ici, non? 4 ans. Mon ami, moi je t'attends. Tu vas faire l'histoire à l'ISP Gombe. Je viens de prendre ton inscription, moi-même, j'irai prendre. Je fais déjà le marketing. Des enfants, aimez la pédagogie. Vous serez des formateurs demain. Vous allez venir en relais demain de vos professeurs. Ce que vous condamnez aujourd'hui, demain, venez et repensons cela ensemble. Évidemment, pour ceux qui seront là. Nous serons déjà partis et de là-haut, nous allons commencer à vous observer. Vous nous avez critiqué. Que faites-vous aujourd'hui? Prenez conscience. Vous-même aussi, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Les professeurs, aujourd'hui avec les systèmes,
LMD. Où là, c'est beaucoup plus l'étudiant qui doit faire des recherches. Ne vous contentez pas seulement à ce que le professeur a donné en classe. Vas-y, fais des recherches, pose des questions. Il faut mener la situation, les professeurs sont là. Allez les aborder. Professeur, à tel chapitre, je n'avais pas bien compris. Ils vous attendent. Mais vous êtes beaucoup plus dans les futilités aussi. Et c'est comme ça que quand les professeurs avancent avec les cours, toi tu ne vois que des nuages et tu commences à jeter le prof vers le professeur. Non. Toi-même. Prenons conscience. Soyons nous-mêmes les artisans demain de notre métier. Soyons des ambassadeurs demain de défendre la section pédagogique. Que personne ne vienne mettre, sois rassuré que ce que je fais moi-même, j'ai aimé et je connais la valeur de cela et c'est comme ça que je me suis engagé. Mais si on ne sait pas, on peut venir vous dire, il y a un peu de va taper, là, vous allez non, 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 défends ta section. 0 minute. Merci beaucoup. Je reste dans ma soif, mais l'essentiel a été dit, chers enfants. Nous vous invitons à défendre vous-même votre science, votre domaine, qui est la pédagogie. Que personne ne vous dise que la pédagogie ne paye pas. Non, 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 les amis, non. Si ça ne payait pas, pourquoi nous sommes là? Si ça ne payait pas, pourquoi vos parents sont aujourd'hui là? Si ça ne payait pas, et demain, qui vont vous remplacer? Qui vont nous remplacer demain? Il faudrait qu'il y ait une relève. Et cette relève doit se préparer. C'est vous, les élèves. C'est vous, les pédagogues. N'ayez pas honte de votre section. Mais ce que là, parce que tout n'est pas là. Tu fais quelle section? Moi, je fais, moi, la commerciale. Ça, la commerciale. Mais tu as honte de quoi, maman? Et qui t'avait donc d'abord demandé de faire la pédagogie? Ah, aujourd'hui, on va jeter la balle à l'orientation de 8e. Merci beaucoup, Madame Nelly. Merci beaucoup, chers enfants, pour votre attention. Monsieur le modérateur, moi je finis. Merci beaucoup. Comme nous courons derrière le temps, nous demandons aux intervenants d'être brefs, s'il vous plaît. Nous savons que vous avez beaucoup à dire, En tout cas, nous courons derrière le temps. Merci beaucoup. Là, nous allons passer à notre deuxième intervenant, Monsieur l'inspecteur Lespoul Kalamou 1, qui va nous parler sur les débouchés de la section pédagogique sous vos acclamations. S'il vous plaît. Ce sont là les profils d'entrée à chaque conférence quand on vous accorde la parole. C'est le temps qu'il nous donne. Voilà pourquoi nous commençons par remercier celle qui est en train de conduire le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est Madame, Son Excellence, Madame la ministre d'État, Raissa Malou, qui est en train de soutenir la vision du chef de l'État. Et aussi, elle a aussi des bras séculiers. Il y a le secrétaire général et aussi l'inspecteur général Hubert Kimonza, que nous remercions aussi. Pourquoi j'ai remercié les autorités? C'est parce que si nous nous retrouvons ici, c'est à cause d'eux. Et d'habitude, chaque fois que nous sommes le 30 avril, tous nous sommes à la maison, hein, on ne fait rien. Mais cette année, par leurs initiatives, ils ont voulu que nous soyons dans nos écoles respectives pour organiser les activités en rapport avec l'enseignement. Voilà que nous sommes là. Et là, je remercie aussi l'organisateur, l'organisatrice. Bon, je remercie la structure qui organise, n'est-ce pas, cette conférence. C'est l'École nationale de préparation des enseignants et qui a voulu que nous puissions aujourd'hui vous parler. Et aussi, je remercie celle qui nous a offert ces cadres, ces jolis cadres, ma sœur qui vient d'intervenir tout à l'heure.
Et pourquoi ne pas remercier les chefs d'établissement qui se sont disposés pour envoyer leurs apprenants en ces lieux afin de suivre, n'est-ce pas, cette conférence. Et enfin, je remercie vous, les apprenants, qui allez prêter l'oreille à ce que nous avons dit tout à l'heure, et je remercie tout le monde. Il m'a été demandé, sous le grand thème Sauvons l'enseignement, il m'a été demandé de parler des débouchés de la section pédagogique. C'est vrai, je suis content parce que ma soeur a brossé certaines choses qui nous intéressent aussi. Et il a parlé de l'enseignement. En général, il est entré aussi dans la section pédagogique. Mais ici, ce que nous allons dire concerne les apprenants de la section pédagogique. Donc nous entrons en matière. Alors mon exposé, partira d'une petite introduction. Bien sûr, nous allons définir quelques concepts. Et nous allons parler aussi, ensuite de déboucher de la section pédagogique proprement dit. Et là, il y aura des sous-points. Nous parlerons de préalable pour être enseignant. Nous parlerons de... Non, d'abord nous allons parler de la considération de l'enseignant. Et cela sera suivi du sous-point, préalable pour être enseignant. Après, ça sera quelques raisons du refus de travail de l'enseignement. Et enfin là, nous allons parler du risque et du refus de travailler dans l'enseignement. Bien sûr, il y aura une conclusion qui va nous permettre de terminer notre conférence. Oui, j'aimerais d'abord que nous puissions ensemble définir les concepts que nous avons dans notre sous-thème, les débouchés de la section pédagogique. Nous commençons par déboucher. Je crois que vous comprenez, c'est facile. Qui peut définir ça? Déboucher signifie quoi? Déboucher. Quand on parle de déboucher, parce que nous voulons d'abord que vous puissiez comprendre à ce niveau-là. Sinon la suite sera biaisée. Déboucher. Quand on parle de déboucher, déboucher signifie quoi ici? Quand il s'agit des métiers, on parle de déboucher, ça signifie quoi? Oui, allez-y. Par là où on va t'écouter, même s'il n'y a pas de micro, oui. Déboucher, ça signifie rendre propre quelque chose qui était déjà sale. Rendre propre quelque chose qui était déjà sale. Ok, merci. C'est général. Allez-y. Déboucher signifie libérer. Oui. Encore quelqu'un d'autre? Déboucher. Oui. Allez-y. Enlever la saleté. Oui. C'est le même. Dégager. Ça, c'est l'essence primaire. Hein? Maintenant, quand nous parlons maintenant de métier, les débouchés. Celui qui a fait par exemple la santé, quels sont ses débouchés? Celui qui a fait la section commerciale, quels sont les débouchés de cette section? Celui qui a fait la pédagogie, quels sont les débouchés de cette section? Débouché signifie quoi? Parlez même en termes simples, oui? Débouché veut dire le travail qu'on peut faire lié à la... Ok, le travail, n'est-ce pas? On peut faire. Et on la finalité, n'est-ce pas, de cette section. Quand vous travaillez, quand vous étudiez, vous faites cette section. Après, vous ferez quoi? C'est simple, n'est-ce pas? Là, vous avez tous compris. Hein? Alors, nous allons parler de cela. Donc, déboucher. Donc, vous qui aimez les dictionnaires, je crois que vous allez voir aussi. C'est pas compliqué. Donc, les dictionnaires disent ceci pour le mot déboucher. Des mots débouchés par rapport au métier, bien sûr. Le mot débouché désigne une perspective d'avenir offerte par une formation ou par des études. Donc c'est une carrière ouverte à quelqu'un. Donc c'est une perspective professionnelle, dans les cas de professionnel. C'est-à-dire que je suis en train de faire, je suis la section pédagogique. Après, je ferai quoi? Alors, qu'est-ce que le législateur a prévu pour ceux-là qui font la section pédagogique? Ok?
C'est de cela que nous avons parlé tout à l'heure là. Et puis section pédagogique signifie quoi? En parlant de la section pédagogique, c'est quoi la section pédagogique? C'est quoi la section pédagogique? Vous y êtes, non? Oui, section pédagogique, c'est quoi la section pédagogique? Je vois un doigt qui t'attend là. Oui, vas-y. Ok. Une section, n'est-ce pas? On forme les futurs enseignants. Allez-y. On éduque les enfants. Ok. On éduque les enfants, même dans toutes les sections, mais nous allons prendre l'autre, n'est-ce pas? C'est une section, ok, qui est attitrée pour la formation des futurs enseignants. Vous avez déjà compris, hein? Je peux même terminer la conférence là-bas parce que vous avez compris que les débouchés, c'est ça. Ok, merci beaucoup, nous continuons. Alors, les débouchés de la section pédagogique, ça c'est le point suivant. Bien. J'aimerais d'abord dire ceci, que notre système éducatif nous offre plusieurs sections et plusieurs options. Chaque section, chaque option a ses débouchés. Vous savez ici, si tu es au lycée Boyokani, en dehors de la pédagogie, je vois la commerciale et gestion, je vois la section scientifique, je vois aux sections aussi littéraires. Okay? Ailleurs, il y a la coupe et couture, il y a la menuiserie, il y a l'hôtellerie et tout cela. Vous voyez? Donc, c'est ça. Vraiment, il y a plusieurs options que le système éducatif congolais organise. Il y en a plusieurs. Mais ici, en parlant de la pédagogie, vous avez fait la maternelle. Vous êtes passé maintenant en primaire. Vous avez terminé. Et aujourd'hui, vous faites les secondaires. Je pose la question, est-ce qu'après les secondaires, vous êtes capable de travailler, vous de la section pédagogique, vous êtes capable de travailler, vous? Oui. Très bien. Est-ce que celui qui a fait la scientifique, après les secondaires, il est capable de travailler? Non. Ok? À moins que peut-être avec cette réforme, peut-être plus tard, ça sera, on termine tout ça, on travaille. Mais sinon, et celui qui a fait la section littéraire, il est capable de travailler? C'est-à-dire qu'on vous a donné l'occasion de travailler, soit d'aller à l'université. Ça dépend de vous. Ok? C'est ça. Donc vous là, quel est ce travail que vous allez faire? Être enseignant. À l'école primaire. Ça c'est le débouché principal. Donc, on vous forme pour que vous deveniez les enseignants du primaire, n'est-ce pas? On appelle maître, on appelle maîtresse. C'est ça, n'est-ce pas? On vous forme pour ça. Au niveau secondaire, si vous terminez, tel que vous êtes là, ceux qui sont en 4e, dès que vous terminez, allez dans une école, vous pouvez travailler et les premiers mois, vous avez votre argent. Mais celui-là, des scientifiques, va encore déranger les parents, tout ça. Et celui de la section pédagogique peut s'organiser. Il travaille la journée et le soir, il étudie. Il y a aussi des cours du soir. Et là, il évolue comme ça. Il se prend en charge. Mais celui de la scientifique ne peut pas le faire. Vous avez compris, hein? Voilà cet avantage que les systèmes éducatifs vous offrent ici. C'est-à-dire que vous êtes enseignant, futur enseignant, dans une année, 2 ans, vous êtes des enseignants, vous allez toucher à la crème, vous êtes des maîtres. Mais quand on est maître, on est là, on a beaucoup d'expérience, on évolue, tout cela. Est-ce qu'on restera éternellement maître? On peut devenir qui? Parce que l'enseignement est pluriel. Hein? L'enseignement est pluriel. Nous là, nous sommes inspecteurs aujourd'hui. Mais quand nous avons terminé les études, nous étions d'abord professeurs, enseignants secondaires. Est-ce que nous sommes restés enseignants tout soir à la crème? C'est comme vous. Est-ce que vous serez des éternels maîtres? Non. La science peut sourire. Avec l'expérience, vous deviendrez qui? Vous pouvez devenir qui? Directeur d'école. Directeur d'école. Vous pouvez devenir directeur d'école. Ok? Alors, après, qu'est-ce qu'il y a encore?
Vous pouvez devenir qui? Inspecteur du primaire. Ok? Ça dit qu'on peut être maître, toujours dans l'enseignement, et après directeur d'école et inspecteur du primaire. Ok? Vous commencez par le pool, vous allez à la province et vous à l'inspection générale. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de D6 qui sont inspecteurs. Il était inspecteur du primaire. Aujourd'hui, il travaille à l'inspection générale comme inspecteur principal. Et quand je vous parle des avantages, vous allez tous crier. Vous voyez, ça veut dire que l'enseignement, il ne faut pas seulement voir ce que vous êtes appelé à faire. Pour être inspecteur aujourd'hui, on ne peut pas prendre n'importe qui. Ok. On ne peut pas chercher n'importe qui pour devenir directeur d'école. C'est vous. C'est cet enseignant qui est chevronné, c'est cet enseignant qui a de l'expérience et qui demain peut devenir directeur d'école primaire. Il passe le concours des inspecteurs quand il réussit, il devient inspecteur et dans l'inspection, il y a des niveaux. Vous escaladez jusqu'à devenir tout ça. Aujourd'hui, nous avons notre inspecteur général. Il est aussi enseignant, n'est-ce pas? L'IG. Qui est là, l'inspecteur général, le premier inspecteur, donc l'inspecteur de tous les inspecteurs, le chef de tous les inspecteurs. Il était aussi enseignant. Il a commencé aussi par la craie, mais il est toujours enseignant, bien sûr. Vous voyez, c'est que des fois, nous ne comprenons pas. Nous croyons des fois, non, moi ceci, moi cela, et tout cela. Donc voilà les débouchés. Maintenant, quelle est la considération de l'enseignant? Moi, je vais parler de ce peu parce que vous puissiez comprendre. Premier point, à l'époque, comment l'enseignant était considéré? Moi qui vous parle, mon père était enseignant. Et je vous dis, la manière dont nous étions traités, c'était comme les enfants de ministres. Et mon père était véhiculé. Et il n'a pas volé l'argent pour acheter cet engin, mais avec ce qu'il touchait, il économisait et il est arrivé à acheter cela. Et s'il y avait un problème, s'il y avait quelque chose à acheter, on venait consulter mon père. Parce que c'est lui qui a des moyens. À chaque fois, à la fin du mois, donc, nous étions des intouchables. À l'époque, un enseignant, non, c'est pas n'importe qui. Il est dans la classe des évolués. Et nous avons vraiment bénéficié de cela. De cette joie, de ce bonheur de l'enseignant. Et je vous dis vrai. Donc ça dit que l'enseignant d'hier, vraiment, avait toutes les possibilités pour, n'est-ce pas, bien se prendre en charge et évoluer et faire étudier les enfants. Et tous nous avons étudié, je crois qu'on dit cela tous. Nous avons fait même l'université, tout le monde est universitaire. Donc il faut dire qu'il avait des moyens pour nous supporter hier. Ok. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Ça c'est hier, parce qu'on doit donner le temps. Aujourd'hui, quelle est la considération de l'enseignant? L'enseignant, c'est quelqu'un qui n'est pas méprisé par la société, qui n'est pas considéré avec beaucoup de valeur dans la société. Ça c'est vrai, ça nous allons le dire. Pourquoi? Parce que, bon, il est là, avec le maigre salaire, avec tout ce qu'il fait et tout ça, on vous les considère. C'est vrai, ça nous devons accepter. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui sont cachées et les gens ne comprennent pas. Ceux-là qui terminent les études, qui ne sont pas dans l'enseignement, soit ils créent une cabine téléphonique, il n'y a pas de travail, soit il est dans n'importe quoi, il va dans les supermarchés. Vous croyez que là on touche combien? On paye combien? Des fois ils n'ont même pas 100 $ dans les supermarchés. Et par jour on lui donne par un transport de 2000 francs. Il doit se déplacer. Et il profite maintenant des acheteurs qui viennent là, peut-être il y a quelque chose qui est resté du lex. Voilà la vie. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'enseignant, ce qui touche l'enseignant, ça peut être des fois, 2 fois ou 3 fois plus que ceux qui travaillent dans des endroits comme ça. Vous savez, parce que peut-être vous ne comprenez pas encore, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui, par exemple, l'enseignant du primaire, il touche plus que l'enseignant du secondaire.
l'État le paye comme ça. Puisque l'enseignant du secondaire, ça je vous dis, il a la prime de la gratuité, il a son salaire. Et quand il met ça ensemble, il y a quelque chose. Il s'organise. Surtout que c'est un enseignant, tout enseignant est organisateur. Donc nous devons comprendre ça. Donc ne vous fiez pas à ceux-là. Non, voilà, en enseignement, il n'y a pas d'argent. Non, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, tout ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, non, celui-là, il a trouvé tel travail. Ah, voilà ce qu'il est devenu. Il a trouvé ça, voilà. Je vous dis, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement avec les salaires qui sont en train de réaliser des grandes choses. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, avec son salaire, on ne peut pas s'enrichir. Personne ne s'enrichit avec son salaire. Non, personne. À moins que vous puissiez prouver le contraire. Avec les salaires, on ne s'enrichit pas partout dans le monde. Si vous voyez des riches et tout ça, c'est parce que ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui savent réfléchir, initier les choses, et ils touchent l'argent, ils font des voyages, ils font ceci. Mais avec son salaire, on ne peut jamais s'enrichir. Si vous voulez vous enrichir, il dit, faites des affaires. Mais en tant que tel, vous êtes enseignante, vous êtes à l'école primaire, vous enseignez avant midi, ou vous enseignez après midi. Si vous avez le temps, est-ce que vous ne pouvez pas aussi réfléchir pour entreprendre quelque chose pendant que vous enseignez? Je connais des enseignants de l'école primaire qui ne sont pas locataires, qui ont des maisons et qui vivent bien de l'école primaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent tourner la tête, ils savent entreprendre. Il est vrai que le Belge, quand il est venu, il nous a appris, après les études, comment demander l'emploi. Il faut faire la lettre, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. C'est ça que le Belge nous a appris. Madame a parlé du système éducatif et que nous avons hérité des Belges. Mais aujourd'hui, avec la réforme, nous sommes en train de former l'élève qui, après les études, non seulement qu'il peut rédiger la lettre j'ai l'honneur, mais il peut aussi créer l'emploi. C'est pour vous dire, tel que vous êtes, en dehors du fait que vous serez demain enseignant, avec votre expérience, vous êtes directeur, tout ça, vous pouvez aussi créer votre propre école. Est-ce que c'est impossible? C'est possible, vous pouvez créer votre propre école si vous mettez tout en main, si vous réfléchissez. C'est possible de créer sa propre école. Je crois qu'à côté de moi, j'ai quelqu'un qui a sa propre école, qui est enseignante. Et pourquoi? Et c'est qu'elle touche peut-être dans son école, c'est plus que les autres là qui ont fait n'importe quoi. Donc vous devez comprendre ceci. Alors, dans le temps, deuxièmement, préalable pour être enseignant. Quels sont les préalables pour devenir enseignant? Là, c'est comme si nous sommes en train de tourner en rond. Quels sont les préalables pour devenir enseignant? Qui peut répondre? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir enseignant? Oui? À l'école primaire. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir enseignant à l'école primaire? Qu'est-ce qu'il faut? Ce sont les préalables. Il faut quoi? Avant qu'il y ait un enseignant de l'école primaire, il doit faire quoi? Oui. Il doit étudier, faire la section pédagogique. Et cela suffit? Qu'est-ce qu'il faut encore? Oui. Il doit aimer la section. Quoi encore? On doit former pédagogiquement, formation pédagogique. Oui. On peut aimer, on peut avoir fait la formation pédagogique. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Ok, ça va. Moi, j'aimerais ajouter des choses. Il faut avoir la connaissance, il faut qu'il soit compétent. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas compétents. Il peut faire la section pédagogique, il peut aimer ça. Mais tellement que la formation était biaisée, non. Là, il termine, il refuse, non. En tout cas, moi, là, je ne saurais pas enseigner. Ce n'est pas parce qu'il refuse, c'est la compétence, il n'y en a pas. Il n'a rien. Parce que l'enseignement, c'est la transmission des connaissances. Vous avez devant vous les élèves, comme Maserati, qui sont les premiers inspecteurs. Vous avez vous ceux qui doivent venir vous contrôler. Donc c'est ça.
la connaissance, il faut avoir la connaissance, il faut avoir de la compétence, il faut aimer la pédagogie, n'est-ce pas? C'est comme vous avez dit. Donc c'est ça, sont les préalables. Bon, le temps nous manque pour développer certaines choses. Nous passons au point C, quelques raisons du refus de travailler dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs dit ça bien avant, il y a beaucoup qui refusent de travailler dans l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas le maigre salaire, mais c'est parce qu'il est incompétent. Moi, j'ai fait le père, nous avons terminé avec beaucoup. Mais quand vous lui demandez d'aller enseigner, il ne fait rien. Il ne fait rien dans la vie. Demander d'aller enseigner, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que moi, je ne saurais pas ma formation trop biaisée, là, je ferai de n'importe quoi. Bien, s'il va, c'est pour faire les aventures. Donc, pour dire qu'il faut ça. Donc, la raison, c'est l'incompétence. Quand on est incompétent, des fois, on ne peut pas. Nous avons une formation biaisée. Deuxième raison, la recherche du lucre. Donc, vous cherchez vivre dans une villa luxueuse là. Vous voulez non à l'enseignement là, je n'aurai pas cette vie-là. Je ne sais pas, peut-être vous vous trompez. Donc on veut s'enrichir vite. Attention, si vous cherchez à vous enrichir vite, vous mourrez aussi vite. La Bible dit, je crois, il y a les chrétiens ici, l'amour d'argent, et quoi? Est la racine de tous les maux. Donc si vous cherchez l'argent, il faut que nous en le mêler. Ils vont aussi mourir vite. Il y a de ceux-là qui ont cherché l'argent, qui ont l'argent, ils n'ont pas atteint 40 ans. Ils n'ont pas atteint 50 ans. Ils sont décédés comme ça parce qu'à la recherche d'argent, tu vas toucher les fétiches, tu vas voler, tu te feras corrompre, que nous sommes en train de condamner la corruption ici, tu feras de n'importe quoi pour avoir cet argent-là. Mais l'enseignant, il a honnêtement son argent et il gère ça bien et il peut faire encore beaucoup de choses avec ça. Mais ceux-là qui cherchent l'argent comme ça et tout ça, ils périssent vite. Mon père est un enseignant, mais qui est décédé à l'âge de 90 ans. Vous voyez, ça veut dire qu'il a bien fait sa vie. Vous voyez, il n'a pas cherché à tout ça, il a fait sa vie. Vous verrez, peut-être à l'âge de 5 ans, vous n'avez encore rien, mais quand vous aurez 50 ans, Dieu peut vous bénir. Nous avons vu des gens comme ça. Alors ne soyez pas pressés, je ne sais pas les livres comme ça. Autre raison pour refuser, parce que l'État paye mal. L'État paye mal, oui c'est vrai, il paye mal, mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, l'État des fois paye mieux que d'autres structures. Oui, oui. L'État peut payer mieux. Je vous ai donné l'exemple ici des gens des supermarchés, ceux qui vendent dans les marchés libanais, les Indiens. Et puis, chez l'État, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des promotions escaladées. Et chez l'État, vous pouvez aussi vous organiser. Parce qu'on ne travaille pas, en fait, on ne travaille pas seulement pour avoir les salaires. On travaille pour créer des relations, on travaille pour des connaissances, on travaille pour être dans une société là, pour que vous puissiez bien vous épanouir. Ok, c'est ça. Alors je passe rapidement parce qu'on m'a déjà donné l'heure là. C'est l'injustice. Hein? Autre point, risque du refus de travailler dans l'enseignement. Si vous, tel que vous êtes là, vous terminez les études, et vous refusez, peut-être vous ne voulez pas, bon, si vous êtes là, tout ça, vous ne voulez pas peut-être poursuivre les études, si vous refusez de travailler dans l'enseignement comme maître, maîtresse et tout cela, il y a risque pour le pays. Il va importer les enseignants. Donc il va inviter les enseignants des autres pays à venir communiquer quelle culture. Vous voyez? Et là, l'État va payer cher. Ma soeur a dit aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Demain, nous puissions connaître une crise. Et cette crise ne fera pas bien l'enseignant ailleurs. Ou encore, il va prendre les non qualifiés qui viendront. Et parlant des non qualifiés, ils ont fait d'autres sections. Pourquoi ils viennent encore dans l'enseignement?
il était à l'IBTP, mais il se retrouve dans l'enseignement. Ça, c'est notre domaine. Vous voyez comment on vous envie. Vous-même, vous êtes de Jérusalem, vous ne savez pas recevoir Christ. Les autres viennent. Hein? Vous devez comprendre. Hein? Pourquoi ils viennent? Il a fait l'IBTP, il a fait les droits, il a fait ceci, tout cela. Pourquoi ils viennent encore dans l'enseignement? Ils sont beaucoup, ils sont nombreux ici, les sous-qualifiés. Donc vous devez comprendre que quelque part on vous envie. Et même à l'école primaire, dans certaines écoles privées, ce ne sont pas les pédagogues qui enseignent. Soit il a fait la commerciale, il a fait la couture, il a fait la cuisine, mais il vient enseigner à l'école primaire. Pourquoi? Parce que vous avez refusé. Alors vous ne pouvez pas vous poser des questions, mais finalement, le monde à l'envers, nous-mêmes, les propriétaires, moi-même, la bailleresse, le bailleur, mais comment je peux céder la place aux locataires? Vous voyez un peu? Donc comprenez, il faut que vous puissiez réfléchir par rapport à ça. Donc les risques, premier risque, les pays vont importer les enseignants, et ce n'est pas bon pour notre pays. Et deuxième risque, quand on importe les enseignements, notre peuple sera dominé par un autre peuple. Aujourd'hui, il y a, je crois, quelqu'un a dit, un grand penseur qui a dit, si vous voulez détruire les pays, ce n'est pas pour prendre le fusil, vous venez, vous tuez les gens et tout ça, de bombarder les pays. Non, non. Si vous voulez détruire les pays, il faut commencer par détruire son éducation, son enseignement. N'est-ce pas? À cette orientation divine, vous serez comme Jonas. Vous serez avalé par le poisson. Il faut faire attention. Quand Dieu vous dit que vous devez faire ça, faites ça, et faites-le. Parce qu'il sait ce qu'il fera de vous. Donc, ne vous éloignez pas de ce que Dieu a prévu pour vous. C'est votre destinée. On peut devenir riche tout en étant enseignant, si on fait des affaires. Nous passons à notre troisième intervenante et la dernière pour clôturer. Mais je me sens trop froid. Enseignement, oh yeah! Un petit peu applaudi pour toi, même parce que tu es enseignant. Tu ne peux pas mieux que ça. Si c'était l'église, j'ai dit dans le monde, on ne peut pas ça arrêter. Les enseignants, tu ne peux pas que ça. C'est mieux que ça. C'est bien. Un enseignant devient aussi flou. Un enseignant peut faire des choses comme un fou aussi. C'est normal. Là, nous allons appeler Madame Deline Gouman, qui est experte en pédagogie active et participative. Pendant qu'elle va parler, ou qu'elle s'approche pour parler, elle parlera sur le thème « Le sort tragique de l'école ». Nous, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler de l'enseignant debout et de l'enseignant assis. Donc, nous avons des enseignants assis, mais nous sommes des enseignants debout. Donc voilà pourquoi nous devons être debout. Et pour qu'on reste debout, vous aussi vous devez vous mettre debout et d'applaudir parce qu'on doit sauver, n'est-ce pas? Celui qui dit sauvons, ça veut dire que nous sommes en insécurité. Et quand on est en insécurité, on ne peut pas rester assis. Il y a insécurité quelque part. Il faut qu'on ait des cris que nous avons compris qu'il y a insécurité. Oh, je vous sens pas, hein? Et il faut que les chimistes qui sont quelque part sentent que c'est notre jour, n'est-ce pas? Il faut que les journalistes qui sont quelque part sentent que c'est notre jour, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'ils sentent, mais ils n'ont pas encore bien senti. Enseignement est beaucoup frappé et beaucoup faté. Enseignement bakokunda to bakokundate. Enseignement tokufa bakola to tokobonga. Enseignant, est-ce que toza bakola to toza bariche? Enseignant bariche va le bien te. Un peu de vantard. Changer un peu de figure. Dorénavant, il y a plusieurs sections. On doit maintenant faire, on doit changer les relations. On doit changer les rapports. Vous avez déjà vu un chimiste. Il est devenu ingénieur sans passer par l'enseignant. Vous avez déjà vu un avocat avec tout son français là. Il n'est pas passé par un enseignant. Les rapports doivent changer.
dans l'école, vous voyez une élève de littéraire qui s'approche, vous dites chut, changement des rapports. À partir de vendredi, ça sera quoi le terme? Changement des rapports. Ça sera quoi le terme? Changement des rapports. Changement des rapports. Tu ne t'approches pas de moi. On n'est pas amis, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on est le même niveau? Non. Nous sommes qui par rapport à eux? Supérieur, même c'est petit. Nous sommes des parents. Nous sommes des parents. Oui, donne. Vous savez, quand j'ai entendu ici, ma soeur voulait faire son témoignage. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Mais je suis désolée parce que vous m'avez pris tous les mots. Avec tout ce que vous avez dit, je n'ai plus rien à dire. Mais je profite, comme la soeur a raté son témoignage, moi je vais faire le mien. Je suis Madame Nelly Lugu-Mansele, native de Yolo. J'aime bien le dire. Botam na Yolo, Kol na Yolo, Natali na Yolo, Nabali na Yolo, Naboti na Yolo, Nasali na Yolo, na créé pas entreprise na Yolo. Pourquoi j'aime dire ça? J'ai regardé, j'ai observé comment la fille de Yolo a été considérée dans les autres milieux. C'est pareil pour Bumbu. J'aimerais que tous les enfants de Yolo applaudissent pour nos amis qui viennent de Yolo. Quand on parle de Makala, quand on parle de Yolo, on a une autre connotation de la fille, surtout mon bel Madina. On a une autre connotation de la jeune fille dans d'autres communes. Alors, après avoir observé, j'ai fini à EP2 Yolo Nord, Kalina. Première année CO, on vient m'inscrire ici, au lycée Royoka. Et mon professeur de mathématiques et la prof, il m'a donné mathématiques. Merci beaucoup, professeur. Pourquoi je l'ai présenté, s'il vous plaît, aux Congolais de ne pas aimer leur propre terre. On vous dit que le bonheur c'est ailleurs. Si bien qu'ici à Yolo, nous avons une richesse du sous-sol qu'on appelle l'argile. Mais les professeurs de géographie n'en parlent pas. Richesse du sous-sol, on nous parle de l'or qui n'est pas dans notre province ici. Mais si chaque province devrait parler de richesse de cette province-là, n'est-ce pas? Nous aurons une connaissance générale de toutes les richesses que nous avons dans notre pays. Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Mais c'était voulu. Maintenant, moi je me pose la question. Aujourd'hui, pourquoi je devrais encore enseigner avec les croisés et les bras? Les élèves de ceux qui sont venus en stage dans mon école, ils étaient étonnés. Mais pourquoi quand un enfant veut poser la question, il ne se lève pas? Il ne croise pas les bras. J'ai dit, à l'époque, il devrait croiser les bras parce que le blanc s'appelait Mundele. Et vous savez d'où vient le mot Mundele? Mundele, le blanc est venu dire à nos ancêtres, toi, tu n'es pas intelligent. Moi, je suis intelligent. Croise les bras, écoute-moi. Je suis ton modèle. Répète modèle. Alors, nos ancêtres disaient modèle, modèle, à force de ne pas bien savoir prononcer le mot modèle, il appelait modèle. N'est-ce pas? Alors, j'ai été écœuré ici. Vous avez répondu à un questionnaire au début. Vous avez répondu, n'est-ce pas? Ma soeur, j'ai ici, monsieur l'inspecteur, j'ai ici à peu près
64 plus 18 plus 5, j'ai à peu près 100 élèves ici. J'ai posé à ces 100 élèves les questions suivantes. Première question, quel âge as-tu? Vous avez tous donné vos âges, n'est-ce pas? Et quand je fais la moyenne de vos âges, la moyenne, vous comprenez, hein, 20 ans, 18 ans, 16 ans, ça m'a fait une moyenne de 17 ans. Donc en moyenne, nous avons des enfants de 17 ans ici. D'accord? Deuxième question, quand tu t'es marié? Comment maman là? Il y a même un qui a dit non, moi je ne vais pas me marier. Quelqu'un qui répond à l'âge de 25 ans, 17 ans, pour atteindre 25 ans, il faut combien d'années encore? Pardon? 8 ans. Donc, nous allons réfléchir pour ce qui va se passer dans 8 ans. 8 ans, c'est 2033. Est-ce que nous allons mourir, nous tous ici? À moins que Dieu décide autrement, mais nous sommes en vie. Alors, en 2033, selon les statistiques que j'ai recueillies ici, nous aurons à peu près 367 enfants. Selon le nombre européen ici. Moi, j'aurai 4 enfants, j'aurai 2 enfants, j'aurai 2 ou 3 enfants. Il y a même un qui a dit, j'aurai 3 enfants plus un chien. C'est un chien. Donc, on commence même à compter les chiens parmi les enfants. Ça, c'est encore pire, hein? Une autre culture qui va tuer notre Congo. Vous savez pourquoi les Blancs nous ont colonisés en cette période-là? Ce n'est pas parce qu'ils étaient forts, c'est faux. C'est parce qu'ils étaient nombreux. La sœur a dit l'histoire. Tout le monde s'est dit, est-ce que l'histoire c'est intéressant? Si tu ne connais pas l'histoire, tu ne peux pas connaître ton avenir. Les Blancs n'ont pas colonisé l'Afrique parce qu'ils étaient forts. Il a colonisé l'Afrique parce qu'ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Alors j'ai vu, nous aurons 300, ça vient d'arriver. Donc on est plus 6 enfants. 367 plus 6, ça nous fait 373 enfants qui vont naître en 2033. Si Dieu vous donne les enfants que vous avez demandé. D'accord? Et ces enfants-là seront en face des 100 parents que vous êtes. 100 parents qui étaient censés leur enseigner. Mais de vous, ces 100 parents-là, il n'y a que 12. Je sais qu'il y a eu des écoles qui ont triché parce qu'il y a eu sensibilisation. Il n'y a que 12 qui disent, moi je serai enseignant. 12. Sur 100 que j'ai ici, 12 ont dit, je serai enseignant. Et de ces 12, je crois que vous reconnaissez vos réponses, hein? Il y a un qui a dit, je serai inspectrice plus homme d'affaires. Donc quand il dit inspectrice, nous la levons déjà dans les rangs des enseignants debout. Dans les 12, moi je serai psychologue. Donc, on a donné qu'apparemment, à 12. Il y a 2 qui ont dit qu'ils seront psychologues. Toujours dans les 12, il y a 4 qui ont dit je serai professeur de l'université. Eh, pourquoi tu as mis eh? Réagis, non? Hein? Non, hein? Donc, les tout calculs qu'on fait, nous n'aurons que 5, parce qu'ils ont dit seulement enseignants. Je n'ai pas vérifié enseignant du primaire, du maternel ou du secondaire. Si nous devons le considérer tous comme enseignants du primaire, nous n'aurons que 5 enseignants du primaire en 2033. Contre 373 enfants. Celui qui a une calculette doit faire 373 divisé par 5.
Ça nous donne combien d'élèves par